vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo de lecture d'une histoire d'horreur du livre Feu de camp qui est à la base un podcast d'horreur sur Énergie. Et on va lire ensemble la première histoire qui se nomme La maison de l'horreur d'Amityville. La maison de l'horreur d'Amityville. Et c'est une histoire vraie. Donc je vais vous raconter ça. La maison de l'horreur d'Amityville. Il existe une grande maison située dans une petite bourgade à 60 km de New York sur la côte est américaine. Une petite bourgade qui porte le nom d'Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre et une vingtaine de films d'horreur. Cette maison connaît le goût du sang et le son des cris de terreur des petits et grands. Elle est la source de nombreux fantasmes et son histoire a empêché plusieurs générations de trouver le sommeil. Aujourd'hui encore, des centaines de personnes la traquent tous les ans pour tenter de l'apercevoir et de se prendre en photo devant. Photos qui sont ensuite longuement analysées à la recherche de silhouettes ou d'ombres suspectes. Les nouveaux propriétaires ont réussi à faire changer le nom de la rue et le numéro de l'adresse pour semer les curieux, mais les plus acharnés d'entre eux n'ont aucun mal à la retrouver. Pour comprendre l'engouement mystique suscité par la demeure, il faut remonter aux racines de ce qui aurait dû rester un fait divers, tragique et surnaturel. Automne 1974. La maison d'architecture coloniale néerlandaise est une grande bâtisse aux murs blancs qui se dresse au milieu d'un petit quartier tranquille. Elle se caractérise par ses toits mansardés, prolongés par des avant-toits incurvés qui font le tour de la maison et des fenêtres à double guillotine. À l'arrière, deux fenêtres en quart de cercle ornent le haut de la façade, donnant l'impression, vue de l'extérieur, d'être observée par deux grands yeux menaçants. Elle est habitée par la famille de Féo. Les parents, Ronald et Louise, vivent ici depuis quelques années avec leurs 5 enfants. Ronald Jr., 23 ans, Dawn, 18 ans, Allison, 13 ans, Mark, 12 ans, John et Matthew, 9 ans. Bien qu'ils aient l'air d'une famille américaine, parfaite et sans histoire, chez les DeFeo, le bonheur n'est pas de mise. Ronald Senior, le patriarche, travaille dans la concession automobile de son beau-père. Il offre ainsi à sa famille un certain confort de vie, mais l'homme est colérique et violent. Dans la maison, la tension est à son comble. Sa femme et ses enfants en paient le prix. La victime la plus fréquente de ces crises de rage est son fils aîné, Ronald Jr. Toute son enfance, il a également été victime de railleries fréquentes à l'école. En grandissant, il se met à se rebeller contre son père et ses camarades de classe, multipliant les altercations physiques. Pour tenter de comprendre ce qui peut bien motiver ces accès de violence, ses parents l'envoient chez un psychiatre. Une démarche ridicule pour l'adolescent qui estime n'avoir aucun problème. Très bien. Ses parents abandonnent la thérapie au bout de quelques semaines et tentent une nouvelle méthode, le chantage matériel. Ils le couvrent de cadeaux tout
les uns que les autres, quand il ne lui donne pas simplement des liasses de billets. Sans surprise, l'argent permet à Ronald Junior d'entamer un nouveau chapitre de sa vie, celui de l'abus d'alcool et de LSD, héroïne. Il est expulsé de son lycée. Les déféos font comme si de rien n'était. Ils vont même jusqu'à lui offrir un poste important dans l'entreprise familiale. Qu'il se présente ou non à son job, Ronald est payé et il reçoit aussi une somme d'argent hebdomadaire de la part de son père. Argent qu'il dépense dans l'achat de drogue, d'alcool et d'armes à feu. Une famille dysfonctionnelle, une méthode d'éducation démissionnaire, une tendance à cacher les soucis sous le tapis pour faire comme s'ils n'existaient pas. Beaucoup de colère, de frustration, des problèmes d'addiction, tout est en place pour que le pire arrive. Le 13 novembre 1974, la famille Defeo s'endort. Ronald Junior, lui, est dans sa chambre, en colère contre ses parents, après une tentative en vain de lui faire arrêter la drogue. Il ne parvient pas à dormir. Vers 3h15 du matin, Ronald s'extrait de son lit. Dans la pénombre, il attrape l'un de ses fusils et sort de la pièce. À l'étage, il se rend directement dans la chambre de ses parents. Ils reçoivent chacun 2 balles mortelles. Il passe ensuite à la chambre de ses frères, Mark et John Matthew, puis il termine par ses 2 sœurs, Dawn et Allison. La virée macabre de Ronald Junior est terminée. Elle aura duré 15 minutes. Une fois la tuerie terminée, Ronald prend une douche, se débarrasse de toutes les preuves de son crime et va travailler comme si de rien n'était, prétendant ne pas connaître le motif de l'absence de son père au bureau. En fin d'après-midi, il fait une entrée catastrophée dans le bar local. Il faut absolument venir l'aider. Ses proches ont été massacrés dans leur maison. Des clients l'accompagnent jusqu'au lieu du crime et font à leur tour la terrible découverte. Ronald, lui, répète à qui veut l'entendre qu'il n'a réussi à joindre aucun des membres de sa famille depuis le petit matin. Emmené au commissariat pour sa protection, il soumet aux officiers une hypothèse plus qu'étrange. La tuerie aurait pu être commise par un tueur à gages de la mafia, connu des forces de l'ordre. Rapidement, la police doute. Ronald n'arrête pas de changer de version des faits. 24 heures plus tard, il avoue tout. Oui, c'est bien lui qui a tué toute sa famille. Tout est allé si vite, ajoute le meurtrier, qui n'a pas réussi à s'arrêter une fois le premier coup de feu tiré. Ronald Defeo Jr. est arrêté et le procès ne tarde pas à commencer. Pour tenter d'échapper à la prison à vie, il élabore un plan avec son avocat et se met à affirmer que les meurtres ont été commis par légitime défense, après avoir entendu sa famille comploter contre lui. Toute leur stratégie repose sur des troubles mentaux. Si la défense peut prouver que Ronald Jr. n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment du crime, il pourra s'en sortir avec un séjour en asile psychiatrique et échapper à la prison à perpétuité. Mais le camp de l'accusation est formel. Selon leur contre-expertise psychiatrique, Ronald Jr. était parfaitement conscient de ses actions. Il est donc entièrement responsable devant la loi. Le 4 décembre 1975, la sentence tombe. Il reçoit 6 peines consécutives de 25 ans de prison, le condamnant donc à y passer le reste de sa vie. Ronald Defeo Jr. est décédé de façon inconnue le 12 mars 2021 au centre médical d'Albany
après avoir passé 46 ans dans sa cellule de prison à Sullivan. Toutes ces demandes d'appel ont été refusées. Le 19 décembre 1975, 2 semaines après la condamnation de Ronald, une nouvelle famille prend possession des lieux. George et Kathy Lutz sont mariés depuis le mois de juillet. Ils emménagent avec les 3 enfants de Kathy, issus d'un précédent mariage, Daniel 9 ans, Christopher 7 ans et Missy 5 ans, ainsi que le chien Harry. Honnête, l'agent immobilier informe George et Kathy des événements tragiques qui ont eu lieu entre les murs de cette jolie maison, mais ces derniers décident que ce n'est pas une raison valable pour renoncer à cette affaire. Ils récupèrent même la majorité des meubles de la famille pour la modique somme de $400. Preuve qu'ils ne sont pas vraiment sujets aux superstitions. C'est la maison de leurs rêves. Avec ses 5 chambres à piscine chauffée et son accès au canal, vient un hangar à bateau. Tout est fait pour qu'une famille puisse y vivre longtemps et y créer de tendres souvenirs. Dans un pays qui 2 ans plus tôt a été terrorisé par la sortie du film L'Exorciste, à tel point que des centaines d'exorcistes ont dû être formés par l'Église pour répondre aux demandes des croyants, leur insouciance paraît plus que naïve, voire provocatrice. Lors de l'emménagement des Lutz, un ami les convainc tout de même de faire bénir la maison pour se tranquilliser. Alors qu'ils viennent de poser leur carton, un prêtre leur rend visite pour purifier la demeure des énergies négatives laissées par les crimes de Ronald Jr. L'homme de foi asperge les murs d'eau bénite, crucifix en main. Il traverse toutes les pièces de la maison en priant. Arrivé au 2e étage, il entre dans une des chambres en récitant ses litanies. Mais une force invisible le retient. Une voix s'élève et lui ordonne de quitter les lieux. Terrifié, il s'enfuit sans informer ni George ni Kathy de l'incident qui vient de se produire. À peine une semaine plus tard, le soir du réveillon de Noël, il décide finalement d'appeler George Lutz pour lui dire qu'il vaut mieux que celui-ci se tienne éloigné du 2e étage de la maison. L'appel est interrompu brutalement et depuis sa visite, le prêtre n'est pas en très grande forme. Il a de la fièvre et de mystérieuses ampoules apparaissent sur ses mains. Au fil des jours, c'est au tour du comportement de George Lutz de se mettre à changer. D'ordinaire de bonne composition et plutôt aimant, il devient soudain très irritable et méchant. Sans savoir pourquoi, il se réveille toutes les nuits à la même heure, 3h15 du matin, l'heure à laquelle Ronald DeFeo Jr. a commencé son massacre. Petit à petit, l'ambiance dans la famille Lutz se détériore. Dans la maison, les enfants se plaignent de sentir régulièrement des odeurs nauséabondes sans parvenir à en identifier la provenance. Des canalisations endommagées, peut-être. À plusieurs reprises, Kathy découvre aussi une substance verte et gélatineuse coulant des serrures et sur les murs. George inspecte la substance, va même jusqu'à la goûter. À ses yeux, ce n'est rien, peut-être un peu de jello, un dessert populaire aux États-Unis. Absurde, déroutant, ces événements n'ébranlent toutefois pas vraiment la famille. Tout de plus s'agit-il de mauvaises farces, songent les adultes. Mais leur maison de rêve devient peu à peu le théâtre d'événements très perturbants. Un soir, alors que George est dans le jardin, il lève les yeux vers la fenêtre de la chambre de Missy. Il aperçoit la silhouette de sa fille. En regardant à nouveau, il prend conscience qu'elle n'est pas seule. George croit halluciner. Il ne veut pas le croire, il se frotte les yeux. Une telle vision est impossible. Derrière sa fille, l'autre silhouette n'est pas du tout familière. C'est celle d'un diabolique cochon aux yeux rouges qui terrifie le père de famille.
de ce qu'il vient de voir, il se précipite alors vers la maison pour voler au secours de sa fille. Il enjambe les marches 4 à 4 jusqu'au 2e étage, mais lorsqu'il entre en trompe dans la chambre de Missy, il la trouve dans son lit, dormant profondément. Seul, tout est immobile dans la pièce, tout, sauf le petit fauteuil à bascule devant la fenêtre, qui se balance d'avant en arrière. Le lendemain matin, la petite se réveille et raconte à Georges une drôle d'histoire. Elle a une nouvelle amie. Elle s'appelle Jody et c'est un cochon. Après cet épisode, chaque jour semble apporter son lot de mauvaises surprises. Au 2e étage, des événements incohérents se succèdent. Dans la pièce condamnée par le prêtre, les Lutz découvrent des centaines et des centaines de mouches qui noircissent les fenêtres. Une autre fois, intriguée par une odeur nauséabonde provenant des toilettes, Cathy, la mère, ouvre la cuvette et trouve l'intérieur complètement noir de crasse. Les odeurs et les mouches ne sont pas les seules à perturber l'atmosphère de la maison. Les températures ne cessent de fluctuer, allant des plus glaciales aux plus caniculaires. En plein hiver, cela a de quoi surprendre. Certains endroits restent glacés, même lorsque les chauffages sont au maximum. La maison de rêve des Lutz n'a plus rien d'un foyer accueillant. Les nuits deviennent cauchemardesques. La famille s'habitue presque à vivre des expériences angoissantes. Une nuit, dans la chambre parentale, Georges est réveillé par une vision d'horreur absolue. Sa femme, qui dormait paisiblement à ses côtés, est en pleine lévitation. Cauchemar ou rêve éveillé. Georges cherche des explications, mais le phénomène se produit à plusieurs reprises. Pire, le visage de Cathy se métamorphose. La jeune mère de famille se transforme en abominable personnage, dont la peau se flétrit et se délite en quelques heures avant de reprendre soudainement son apparence habituelle. Georges tente autant qu'il le peut de rester rationnel, refusant de céder à la panique. Ce sont ses yeux embués de sommeil qui le trompent. Ça ne peut être que ça. Le 13 janvier, tout s'accélère. Éreintée par ces rebondissements constants, la famille, qui ne croyait pas aux histoires de fantômes racontées dans le village, décide de quitter la maison pour s'installer chez les parents de Cathy. Alors qu'ils se mettent en route, une violente tempête s'abat sur Amityville. Les Lutz sont obligés de repousser le départ et de rebrousser chemin. Tant pis, se dit Georges, ils partiront demain. Aux aguets, il décide de veiller pour protéger sa famille. De quelle menace? Lui-même ne le sait pas. Ou peut-être ne veut-il pas se l'avouer. Il décide de faire dormir leur petite Missy dans le lit conjugal pour ne pas la laisser seule avec sa nouvelle amie Jody. Au beau milieu de la nuit, Cathy se lève soudainement. Ses yeux sont ouverts, mais Georges voit bien à son attitude qu'elle dort encore. Son corps est raide, ses yeux vides, ses mouvements lourds. Toute son attitude lui évoque une crise de somnambulisme. Elle se dirige vers la porte, mais est vite arrêtée par un obstacle de taille. Harry le chien, qui dort en travers de la porte de la chambre. Georges se précipite vers sa femme et tente de la sortir de sa transe en la secouant. Au bout de quelques secondes, elle ferme les yeux et s'effondre, endormie dans les bras de son mari. La petite Missy dort encore profondément. Georges est terrifié, mais il a réussi à maîtriser la situation. Pourtant, le calme est de courte durée. Soudain, c'est Harry qui fait des siennes. Le chien se met à vomir violemment en tremblant, comme si quelque chose obstruait sa gorge et l'étouffait. Georges se précipite dans la salle de bain pour aller chercher des serviettes et nettoyer les dégâts causés par l'animal. Peu à peu, ce dernier se calme et tout rentre dans l'ordre. Après ce nouvel épisode,
George décide de se recoucher près de sa femme et sa fille. Dans un silence de mort, le père de famille tente de se rendormir, mais au deuxième étage, juste au-dessus de sa tête, des bruits de plus en plus violents et rapides se font bientôt entendre, là où se trouve la chambre des garçons. Leur lit semble s'agiter sur le parquet, le faisant trembler. George veut sortir du lit pour leur porter secours, mais il ne peut pas. Impossible de bouger. Le voilà réveillé et atteint de paralysie. Aucun de ses membres ne lui répond, alors qu'il essaie de rassembler ses forces pour lutter contre cette immobilisation forcée. Les tiroirs de sa commode s'ouvrent et se referment violemment, claquant contre le meuble de façon inexplicable. Au même moment, George entend de nombreuses voix au rez-de-chaussée, comme si un rassemblement bruyant avait lieu dans l'entrée. D'un seul coup, une fanfare démarre dans cette nuit de cauchemar. L'homme entend plusieurs musiciens arpenter le rez-de-chaussée avant de monter à l'escalier. Pendant ce temps-là, l'île des garçons s'agite toujours au-dessus de sa tête. Les tiroirs de la commode continuent leur aller-retour infernaux et George, le visage trempé de larmes et de sueur, ne parvient toujours pas à se lever. Au vacarme infernal s'ajoute le claquement de toutes les portes de la maison. Sans cesse, elle claque dans un bruit terrible, y compris la porte de sa chambre qu'il peut voir s'ouvrir et se fermer brutalement. Son calvaire est loin d'être terminé, alors que la tempête fait rage dehors et que la maison semble devenir folle. George sent soudain une autre présence que celle de sa femme et de sa fille dans ce lit. Comme si quelqu'un était perché sur lui et s'amusait à le piétiner, puis à lui mettre des coups de pied. Mais ce ne sont pas des pieds, ce sont des sabots. C'est un animal qui semble se déchaîner sur son corps, inanimé. George perd connaissance. Épuisé par ces événements insensés, il est réveillé un peu plus tard par ses deux fils qui se tiennent près du lit et l'appellent paniqué. Il le supplie de se réveiller. Il y a quelqu'un dans notre chambre. George jette un œil autour de lui. Les tiroirs de la commode sont tous ouverts. Dans le lit, Cathy et Missy dorment toujours profondément. Il se tourne à nouveau vers ses fils, leur demandant des explications. Un monstre sans visage les terrifie là-haut. Celui-ci a essayé de les attraper, mais les garçons ont réussi à fuir à temps. Dans le couloir, Harry semble aboyer après quelqu'un ou quelque chose. Au prix d'efforts surhumains, George parvient enfin à s'extraire du lit et à se ruer hors de la chambre. En haut de l'escalier menant au deuxième étage, il aperçoit un visage cadavérique, hors d'haleine et terrorisé. Il fait immédiatement demi-tour, court dans la chambre, attrape Missy, qu'il jette à moitié dans les bras de son frère, et lui ordonne, ainsi qu'à son autre frère Chris, de sortir de la maison. George suit ses enfants et le chien, en portant sa femme dans ses bras. Le père de famille éreinté installe tout le monde dans la camionnette familiale et démarre en trombe. Nous sommes le 14 janvier 1976 et les Lutz quittent définitivement leur nouvelle maison, moins d'un mois après leur emménagement. Ils ne remettront plus jamais les pieds à Amityville. Si leur calvaire est aussi célèbre aujourd'hui, c'est avant tout grâce au livre Amityville, la maison du diable, écrit par Jay Hanson et publié 1 an et demi après leur départ définitif de la maison. Il raconte en détail tout ce que la famille a observé pendant leur séjour de 28 jours. Ce livre inspirera un premier film du même titre en 1979, avant de lancer une franchise entière qui livrera des dizaines d'interprétations différentes, toutes plus folles les unes que les autres. La célébrité de la maison est aussi due à l'enquête menée en mars 1976 par un couple d'experts du paranormal que vous connaissez peut-être, les époux Warren. Certaines de leurs aventures ont été transposées à l'écran dans la série de films The Conjuring, créée par le réalisateur James Wan. C'est lors de la visite des Warren que l'une des photos de
de fantômes les plus célèbres auraient été prises. On y voit la tête d'un petit garçon dans l'encadrement d'une des chambres de l'étage, ses yeux perçants, brillant dans l'obscurité de la maison. Il aurait ensuite été identifié comme un des frères d'Efeo, assassiné par Ronald Jr. De multiples contre-enquêtes ont été réalisées depuis les faits. Les Lutz ont été interviewés jusqu'à leur mort et personne ne sait dire aujourd'hui si leur récit était authentique ou s'il s'agissait d'un gigantesque canular visant à se faire de l'argent et de la notoriété. La maison, quant à elle, a changé plusieurs fois de main depuis les faits et a été mise en vente pour la dernière fois en 2016 au prix de 850 000 $, un peu plus que les 88 000 $ payés par les Lutz 175. L'adresse en a été changée pour tenter d'éloigner les amateurs de frissons et les fameuses fenêtres qui ressemblaient à deux grands yeux maléfiques ont également été remplacées pour donner une apparence un peu plus inoffensive à la bâtisse. Nul ne sait si Jody ou l'entité au visage blanc erre encore dans les couloirs aujourd'hui. Peut-être ont-ils simplement appris à être un peu plus discrets. Voilà donc pour cette histoire d'horreur sur Amityville. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.